Bonsoir messieurs, dames. Je suis DG de la chaîne Padawam HD. Je dois vous avertir. Apprêtez-vous à franchir une frontière, une autre dimension. Pas seulement celle de l'océan, mais celle qui sépare l'homme de ses propres illusions. Dans les profondeurs, une cité, autrefois rêvée comme parfaite, s'effondre sous le poids de ses ambitions. Ici, la liberté a un prix, et les idéaux se noient avec ceux qui y ont cru. Prochaine destination ? Rapture. Accrochez vos ceintures. En fin de compte, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave ? Imaginez que vous êtes dans un avion au-dessus de l'océan Atlantique. Alors vous allez rejoindre le continent américain, que ce soit aux États-Unis, Canada, Mexique, que sais-je. Rien de particulier, c'est un vol banal, tout va bien. C'est un de ces moments, vous savez, où on se sent bien. Il y a l'illusion d'un contrôle, tout est en règle, on a eu les instructions de sécurité, tout va bien. Tout est calculé, tout est sécurisé et tout est rationalisé parce qu'on se rassure, on se dit oui, il y a la physique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que l'air se durcit sous les ailes et donc ça permet un taux de portance suffisant pour que l'avion plane, même s'il fait plusieurs tonnes, il a plusieurs centaines de mètres d'altitude, mais tout va bien. Voilà ce qu'on se dit et c'est vrai que statistiquement on a raison de se le dire. Mais soudain, sans annonce, contrairement au film où il y aura un cadre, un silence préoccupant, là il n'y a rien. D'un coup, sans dramaturgie, tout explose. L'avion s'écrase et vous survivez. Ce qui pose déjà question, parce que vous n'êtes pas sur une île, vous n'êtes pas à côté d'une ville, vous êtes vraiment au milieu de l'Atlantique. Ce qui déjà introduit une certaine anomalie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là ? Tout est en feu, mais on nage, ça va. Mais c'est pas là qu'est le problème. Vous allez voir que ça fait que commencer. Le problème, c'est ce qui va suivre. En fait, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas de repère, vous n'avez rien. Mais dans ce vide absolu, sorti de nulle part, presque comme un mirage, apparaît un élément isolé qui pénètre le ciel d'une manière très agressive. Un phare. Et un phare, vous le savez, sur la chaîne Padawam HD, pour ceux qui suivent les analyses, ce n'est jamais neutre. C'est là que se finit Silent Hill 2. C'est là que se finit Shutter Island. C'est le symbole qu'on va accéder à un certain niveau de connaissance qu'on n'avait pas au préalable. Le phare, ce n'est pas un objet technique. C'est une direction dans l'océan pour les navires la nuit. Donc il n'y a pas plus grand symbole de bonne guidance que le phare. C'est un sens qui est imposé dans un espace qui en est dépourvu. Du coup, réflexe primaire, tout est en feu, vous êtes au milieu de l'océan, l'avion vient de s'écraser, on nage vers le phare, puisque déjà c'est une promesse qu'on a un sol stable, on n'a pas besoin de nager, on n'est pas fait pour être dans l'eau. Et du coup, on veut se poser pied à terre, mais on n'a pas le temps de se dire qu'est-ce que ce phare fait là. Sauf qu'il va bien falloir se la poser, cette question. On entre dans le phare. Vous entrez dans le phare et au lieu de retrouver un semblant de surface, au lieu de remonter finalement vers un monde stable ou d'y revoyager, si je peux me permettre, vous descendez. Et là, l'inversion, elle est aussi agressive que fondamentale. Vous vous êtes abîmé en mer. La grande crainte quand on s'abîme en mer, c'est de couler. Il y a un phare qui représente une direction, mais cette direction va nous faire descendre. Et là, vous vous enfoncez. Vous savez pas dans quoi, mais vous vous enfoncez. Cette descente, elle n'est pas seulement physique. En fait, il y a déjà une signature conceptuelle dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est à ce moment précis que l'expérience cesse d'être un simple film qui se passe devant vous pour devenir quelque chose de plus structuré, qui déjà est porteur d'un message. Et là, vous découvrez une ville sous-marine. Et il y a une tension qui apparaît.
Tout est impossible, en fait, ça ne marche pas. Une ville sous-marine, c'est pas possible, mais ça marche. Devant vous, ça marche. Tout est organisé, il y a une architecture, il y a des publicités, donc c'est la preuve qu'il y a une économie vivante et vivace. Il y a des slogans, il y a une musique. C'est Django Reinhardt qui vous accueille. Django Reinhardt, La Mer, reprise de Charles Trenet. Il y a une esthétique, vous reconnaissez un peu l'art déco, vous avez peut-être fait des études d'art, j'en sais rien. C'est pas mon cas. Tout renvoie à un imaginaire très précis, situé historiquement et qui est presque rassurant. Et aussi vrai que cet espace ne devrait pas exister. Il est familier. Et ça, c'est bizarre. C'est exactement à cet endroit que se situe l'entrée en matière de BioShock. BioShock pour nous, les francophones. C'est pas le crash. Il y a plein de jeux qui s'ouvrent par des crashs. C'est pas le feu, c'est pas l'explosion, c'est pas l'eau, qui était impressionnante pour l'époque d'ailleurs. C'est le phare, la grosse tête qui nous accueille, Django Reinhardt, art, industrie, science, la bâtisphère et la descente. Qui n'est pas une descente aux enfers, mais au paradis, puisqu'on arrive à Rapture. Je rappelle que Rapture, c'est l'enlèvement des chrétiens qui fascine tant les évangéliques américains. Rapture. Alors qu'est-ce que c'est que BioShock, messieurs, dames? BioShock, c'est un jeu qui est développé par 2K Games, qui sort en 2007. Ça va faire 20 ans. Alors sur le papier, c'est quoi BioShock? C'est un FPS. C'est un FPS avec un game design que je trouve extrêmement intéressant, qui laisse une liberté de gameplay de fou. Mais vous avez compris qu'on n'est pas là pour parler de ça. Si vous suivez les analyses, vous le savez, on est là pour parler du propos, en extirper la substantifique moelle. Le gameplay, la direction artistique sont autant de moyens qui en fait permettent l'articulation d'une narration environnementale révolutionnaire pour l'époque. C'est le monde qui nous parle, bien avant les From Software, c'est le monde qui nous dit quelque chose. Le gameplay nous dit quelque chose sur la liberté. Et le monde nous parle d'une histoire politique pour nous amener un propos hautement politique et sensé, contrairement aux autres BioShock, mais je ne rentrerai pas dans ce débat ici. Le jeu se passe en 1960. C'est un choix qui n'est pas anodin. On est à un moment où les tensions idéologiques sont à leur paroxysme, on est en pleine guerre froide. Et la question du rapport entre individu et société, elle est centrale entre les deux modèles. D'un côté le bloc communiste, l'autre le bloc capitaliste. On a compris avec le recul géopolitique et géostratégique que la question n'avait jamais vraiment été idéologique, puisque la guerre froide est de retour, même si elle est un peu plus chaude que pendant la guerre froide, que le monde est tombé dans l'oligopolarité plutôt que la bipolarité. C'est un autre débat, mais en tout cas, vous avez bien compris que l'opposition idéologique était une opposition fondamentalement géopolitique. Mais l'opposition des modèles, elle reste fondamentale à l'échelle mondiale pendant la guerre froide. Et c'est dans ce contexte qu'on va incarner Jack. On n'a pas vraiment son nom, sauf si on fouille. Jack, c'est comme un John Doe, c'est un personnage qui est vide, c'est une coquille vide. Il a même pas de visage dans le jeu, il a aucune épaisseur, il a des bras, il a un pull en laine. Et il a un tatouage hautement symbolique avec des chaînes. Alors déjà, le jeu nous dit quelque chose de très fort, rien que par les mains qu'on voit pendant tout le jeu. C'est du génie, je ne vais pas tarir d'éloges sur le jeu tout le long, vous le verrez bien. Et il fonctionne moins comme un individu que comme un vecteur. Ce vide, c'est pas une faiblesse d'écriture. Je vais pas le comparer à Half-Life, avec le muet Gordon Freeman que j'aime beaucoup, mais il y a quand même une profondeur supplémentaire, même si j'adore Half-Life, il y aurait 1000 choses à dire sur Half-Life et sur cet univers de fou. Là, pour moi, on est à un autre niveau, alors que le jeu puise beaucoup dans Half-Life. Mais bref, le creux du personnage permet au joueur de se projeter, puisqu'en fait, c'est nous, Jack, mais c'est aussi Jack en lui-même qui va nous permettre de nous poser une question sur des notions fondamentales. Bref, Jack arrive, il découvre Rapture. Je vous ai donné un petit peu l'origine du mot. C'est une ville qui n'est pas qu'un décor, mais c'est une tentative de reconstruire un ordre social à partir d'un principe unique, qui ne veut ni être le capitalisme US, tel qu'il a été exporté aussi par le plan Marshall, ni le soviétisme, encore moins le maoïsme qui est dans les années 60, on n'est pas sur ce sujet-là. Une ville conçue comme un refuge, du coup, pour ceux qui refusent les contraintes du monde de la surface. Donc c'est une utopie au sens littéraire du terme, une utopie qui a mal tourné, vous allez voir, mais c'est bien une utopie, pas une dystopie, c'est-à-dire que ça part sur une idée qui se veut saine, qui se veut cohérente, une espèce de troisième voie, pas une troisième voie géopolitique comme l'était la France du général de Gaulle, mais une troisième voie
idéologique. Et en fait, vous allez voir que l'idée n'est pas nouvelle, puisque on va aller chez une penseuse de très très haut niveau, une penseuse américaine. On va y venir petit à petit. Bref, le concept de la ville, c'est que c'est un refuge pour ceux qui refusent les contraintes du monde. Les artistes, les scientifiques, les industriels qui estiment être entravés par la morale, la politique ou la religion. Même si vous allez voir que la religion est très au second plan dans le récit utopique d'Andrew Ryan, avec sa vidéo d'introduction qui dit « Ce qu'un homme obtient à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit ?» Je me rappelle encore du discours pour vous dire « Non, dit l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Non, dit l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. » Il faudra nous expliquer comment. Et donc il va commencer tout son développement comme ça, et là on comprend à qui à peu près on a affaire. Il va même critiquer le régime US, etc. Qu'est-ce qui nous accueille dans cette ville ? C'est signé « No gods or kings, only man ». Pas men, man. Pas de Dieu avec un X, pas de roi avec un S, seulement l'homme avec un grand H. Donc, Rapture se veut comme un accomplissement suprême de l'humanisme, qui va remettre l'être humain au centre. Cette formule, c'est pas un slogan, c'est une position philosophique totale et radicale. Elle affirme que l'homme doit être la seule source de légitimité, qu'il n'y a aucune autorité transcendantale qui doit limiter son action. Elle rejette à la fois du coup Dieu avec un grand D, les dieux avec des petits d, le pouvoir politique traditionnel et toute forme de hiérarchie imposée. Donc c'est une société qui se veut horizontale, mais qui en même temps ne va pas du tout être horizontale, et vous allez le comprendre. À partir de là, le jeu est lisible. C'est-à-dire que dès les premières images du jeu, on comprend dans quoi est-ce qu'on est en train de pénétrer. Et là, vous avez compris la puissance évocatrice, puisqu'en fait, tout le propos que je suis en train de vous décortiquer est appuyé par une direction artistique qui a rarement été égalée dans l'histoire du jeu vidéo. Là, on est au niveau d'un Silent Hill 2, d'un Shadow of Colossus, d'un Metal Gear Solid 2 pour moi, et je le dis sans rougir devant l'auditorium, si je peux me permettre. Donc, ce qu'on va explorer, c'est pas une ville en ruine, puisqu'elle est en ruine, cette ville, et on va développer tout ça. C'est le résultat d'une idée qui est poussée à son point de rupture dans une logique cathartique, puisque Ken Levine, le directeur du jeu, le réalisateur du jeu, qui a écrit tout ça, nous pousse une doctrine américaine dans ses retranchements et nous explique selon lui ce qui en serait le résultat si cette doctrine était appliquée. Et cette doctrine, vous l'avez compris, c'est l'objectivisme d'Ayn Rand. Ceux qui ont aussi suivi les radios JDG de 2017, on en parlait, on avait fait toute une émission dessus. C'est Ayn Rand. Et c'est qui Ayn Rand ? Je vais rentrer plus dans le détail, mais pour vous le dire en spoiler, c'est l'opposé radical de Marx. C'est une femme, juive aussi, une grande penseuse hautement subversive qui est absolument athée, comme Marx, deux juifs athées radicalement, mais quand je dis radicalement, ce sont des ennemis absolus de la foi et de la notion de transcendance spirituelle, radicalement athées, et qui est l'ultra libéralisme capitaliste poussé à son paroxysme, là où Marx est un ultra socialisme poussé à son paroxysme jusque dans sa logique historique avec le matérialisme dialectique. Donc on a un anti-Marx pour quelqu'un qui a fui l'Union soviétique, c'est-à-dire Andrew Ryan. Et le nom d'Andrew Ryan, qui est le fondateur de la ville de Rapture, c'est aussi un anagramme, même s'il manque des lettres, de Ayn Rand. Andrew Ryan, Ayn Rand. Il a pensé son jeu, Ken Levine, on peut le féliciter. Donc Rapture, c'est un laboratoire, non pas au sens métaphorique, mais au sens strict, un espace où une hypothèse a été mise en pratique. Et ce qui est essentiel, c'est que vous n'assistez pas à la construction de cette hypothèse. Vous n'allez pas arriver quand Andrew Ryan est en train de construire la ville. Vous arrivez après. L'expérience, elle a déjà eu lieu. Le système a déjà fonctionné. Il a produit de très belles choses. Vous avez vu la ville comme elle est magnifique ? Et le système a échoué. La ville est détruite. Ses habitants sont défigurés. Les structures sociales se sont effondrées. Autrement dit, vous êtes placé dans une position extrêmement particulière puisque vous n'allez pas participer à l'utopie. Vous le ferez un petit peu dans les DLC de BioShock Infinite. Vous en explorez les conséquences. Et le concept, il est génial. C'est pour ça que l'introduction du jeu, elle est aussi importante. Parce que le crash, d'un côté, tout est détruit. Le phare, promesse d'une révélation. La descente, la promesse est trahie. Mais en fait, on descend, on se dit on va en enfer. Non, puisque là, les lumières nous jaillissent au visage. La découverte. Et après l'utopie,
il se passe des choses terribles, on voit quelqu'un se faire tuer devant nous, une espèce de zombie, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce bourbier, dans quoi je suis tombé? Donc on passe d'un monde rationnel à un espace idéologique, puis de cet espace idéologique à un champ de ruines après une guerre civile manifestement. Et donc on pénètre Rapture, et le but du jeu c'est de comprendre ce qui s'est passé là et ce qu'on fait là. À partir de ce moment-là, une question s'impose et c'est elle qui va structurer tout ce qu'on est en train de faire ici. Qu'est-ce qui a détruit Rapture? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une dérive humaine classique? Est-ce que c'est la conséquence directe du principe sur lequel la ville a été fondée? Ou est-ce que c'est un homme mal intentionné qui a mis fin au système? C'est possible aussi. On va voir ce que le jeu nous dit. Et le personnage principal du jeu, c'est pas Jack, c'est pas Andrew Ryan, c'est pas Atlas Fontaine. C'est Rapture, c'est la ville. Parce que si Rapture est un laboratoire, alors ce qui est advenu de l'expérience n'est pas anecdotique. Et c'est ce résultat qu'on va maintenant analyser en profondeur. Bienvenue dans l'analyse BioShock. Simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Comme je vous ai dit en introduction, le personnage principal du jeu, c'est pas Jack, c'est Rapture. Parce que BioShock ne commence pas avec le crash d'avion, il commence avec l'histoire d'Andrew Ryan. C'est bien avant, c'est ça en fait le vrai début du jeu qui nous est transmis indirectement dans le jeu. C'est Andrew Ryan du coup qui fonde tout ça. C'est un homme immensément riche, comme dans une fable un peu, profondément marqué par les totalitarismes du XXe siècle. On pense au totalitarisme italien qui est un totalitarisme bien plus soft que celui soviétique. On pense au totalitarisme allemand, évidemment le Troisième Reich qui est devenu de plus en plus autoritaire au fur et à mesure qu'il perdait du terrain sur le champ de bataille, et aussi par l'interventionnisme des États, c'est normal, il y a des guerres, donc l'État réquisitionne tout ce qu'il peut, évidemment, on se rappelle de la fonte de l'or aux États-Unis, bon il y a eu des compensations bien évidemment, mais on voit comment la liberté est menacée en temps de guerre, puisque la logique de puissance prévaut. Et ça, Andrew Ryan, il aime pas ça, et même en temps de paix, il aime pas ce qui se passe après. Pour Andrew Ryan, qui est traumatisé de l'Union soviétique puisqu'il est immigré russe aux États-Unis, donc il a vécu en fait la dépossession. Je vous rappelle ce qu'est la réalité de l'Union soviétique, c'est qu'il y a eu une privation de la propriété privée, une interdiction avec la persécution des koulaks, qui étaient des petits paysans qui possédaient ne serait-ce que 2-3 vaches, qui se sont retrouvés ennemis du peuple et qui ont fini dans des goulags, etc. Donc ça a donné la NEP. Je vous renvoie aux émissions aussi qu'on a fait sur l'Union soviétique et le stalinisme, ou le marxisme-léninisme. Et pour Ryan, justement, le monde de la surface, il est condamné parce qu'il appartient soit au gouvernement, soit aux masses, soit aux prêtres, soit aux parasites. Donc l'idée de parasitisme, elle est omniprésente dans le jeu. Et c'est pour ça qu'il décide de construire une ville impossible. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est impossible. Il le dit lui-même, j'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture, une cité sous-marine cachée au fond de l'Atlantique, hors d'atteinte des nations, des lois ordinaires, des impôts, des guerres et des morales collectives. Alors des guerres c'est important parce que c'est difficile d'attaquer une ville sous-marine de cette manière. Je pense qu'il a dû mettre en place un système de défense au cas où il y aurait des torpilles ou juste des bombes qui lui tombent dessus. Je ne sais pas, mais en tout cas il se veut protéger des guerres. Et cette ville justement ce sera Rapture. Rapture c'est donc une promesse. Il est aussi traumatisé des États-Unis. Andrew Ryan, on va parler de l'anecdote juste après. Bref, c'est une promesse qui est faite aux grands industriels, mais aussi aux scientifiques, aux artistes, aux médecins et aux inventeurs. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de place aux philosophes ou aux théologiens dans Rapture, et ce qui est hilarant dans le jeu, c'est qu'on trouve des contrebandes de Bibles. C'est-à-dire que les mecs importent illégalement des Bibles. Enfin, vous allez voir, c'est énorme. Ici, personne ne vous empêchera de créer. Si vous voulez faire des choses terribles, choquantes, vous pouvez le faire. Personne ne vous dira ce que vous devez faire de votre argent. Il n'y a pas d'impôt. C'est que tu as un loyer, tu le payes. Tu loues ou tu achètes la propriété de privée de quelqu'un, tu payes. Personne ne va te confisquer ton argent. Personne ne va limiter ton génie au nom de la morale ou de l'égalité. Personne ne va te dire c'est pas bien de découper le visage de cette femme. C'est pas éthique. Non, vas-y fais-le. Dédicace au Dr Steinman du jeu. On comprend dès le départ pourquoi la ville attire autant de monde. C'est un peu la société chic, des dandys, décomplexés et libérés en vérité sur le papier. Elle n'est pas présentée comme un enfer la ville au début, mais comme un paradis, d'où le nom Rapture, puisque les bonnes personnes vont être enlevées à l'enfer terrestre pour accéder au paradis. C'est littéralement ça le symbole des Rapture, et c'est un paradis pour ceux qui se pensent trop grands pour le monde ordinaire.
Et vous allez voir qu'on va tomber petit à petit dans Ayn Rand avec Atlas Shrugged. On y vient pour ne plus avoir à demander la permission. On y vient pour travailler sans comité d'éthique, pour vendre sans réglementation, pour créer sans censure, pour s'enrichir aussi sans la moindre culpabilité. Pourquoi culpabiliser après tout? Et pendant un temps, Rupture, ça fonctionne du feu de Dieu, ça cartonne. La ville, elle est magnifique, c'est un exploit technologique, elle est prospère, elle est technologiquement plus avancée que la surface. Elle est pleine de théâtres, de restaurants, de laboratoires, d'appartements ultra luxueux qui donnent vue sur des baleines, C'est magnifique, Rapture. Regardez, visitez un petit peu la ville, vous verrez. Il y a plein de commerces, des slogans de publicité partout et une esthétique d'art déco qui est triomphante. C'est une ville debout, comme disait Céline dans Voyage au bout de la nuit en parlant de New York. C'est une ville qui est debout et qui donne l'impression d'une ville qui est sûre d'elle-même. Mais le problème, c'est que Rapture repose sur une illusion. En tout cas, c'est ce que dit le jeu. Je ne suis pas là pour juger l'objectivisme d'Ayn Rand. Je suis là pour expliquer ce que dit le jeu de l'objectivisme d'Ayn Rand. Croire qu'une société peut exister sans limite. Et elle est là. Alors, il y a une limite dans Rapture, c'est le fameux dicton « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». En fait, on ne peut pas attaquer les gens physiquement ou autre, évidemment. Mais en dehors de tout ça, il n'y a plus rien. Et très vite, sous la surface brillante, il y a des tensions qui vont commencer à apparaître, puisque c'est le monde de l'ego, donc la guerre n'est jamais loin. Tout le monde n'est pas un génie. Tout le monde ne devient pas riche. Tout le monde n'a pas sa place dans Rapture. Tout le monde n'est pas aussi riche qu'Andrew Ryan ou autre. Et même au fond de l'océan, effectivement, il y a des ouvriers, il y a des pauvres, il y a des domestiques, il y a des frustrés, il y a des gens qui ont été attirés par le rêve, mais qui ne sont pas du tout les élus du système. Et je ne suis pas là pour cracher sur quiconque, mais on voit à peu près la même chose à Dubaï aujourd'hui. On sait qu'il y a une ville magnifique debout, et qu'en fait, il faut des quarts d'ouvriers pakistanais qui sont payés une misère, et c'est des situations de quasi-esclavage pour construire tout ça, mais il ne faut pas les regarder. Ces gens développent une frustration de classe, et c'est normal. Pas besoin d'être marxiste pour le dire. Et c'est dans cette faille qu'un homme va s'engouffrer, en fait. Cet homme, c'est Frank Fontaine. Fontaine, j'adore ce nom, Fontaine. C'est l'inverse d'Andrew Ryan. Ryan, c'est un idéologue. C'est un bâtisseur d'idées, c'est un bâtisseur d'industrie, c'est un homme qui croit à son propre mythe. C'est pour ça qu'il est partout dans la ville. Fontaine, lui, c'est un opportuniste. C'est un chacal, littéralement. Il comprend très vite que Rapture, derrière ses discours de liberté et de grandeur, produit exactement ce dont un criminel a besoin, c'est-à-dire des inégalités, du ressentiment, donc une possibilité de marché noir, des dépendances et des exclus, des parias. Et il va se construire d'abord comme un contrebandier, parce que même à Rapture, c'est une ville qui est censée être affranchie de la surface, les habitants veulent encore ce qui vient d'en haut. Et pour une ville sans règles, on se rend compte qu'Andrew Ryan, il comprend qu'il y a des menaces potentiellement idéologiques, donc il interdit des choses, y compris des bibles. C'est énorme. Et donc Fontaine, il s'organise avec ses talents de contrebandier, qui est un terme qui rentrera dans la langue russe, d'ailleurs pour les russophones ou les Ukrainiens qui nous écoutent, parce que c'est un terme international. Contrebande, qui vient de l'italien du coup contrabanda, c'est l'idée d'aller contre la loi, c'est contre le ban, ce qui a été publié. Donc en fait, c'est tu vas contre la loi. Et donc déjà là, on se rend compte qu'il y a des lois iniques à Rapture qui ne satisfont pas les gens. Donc il y a un besoin de contrebande. Et M. Fontaine va se glisser dans ce besoin. Et donc il va faire venir, je vous ai dit, des bibles. Il va pas que, il fait venir de l'alcool ou des choses qui ne sont pas dans Rapture, des choses de la surface. Il va gagner de l'argent. Il va organiser des réseaux, et puis il va comprendre qu'il peut faire beaucoup plus que du trafic. Puisqu'en fait, Frank Fontaine va devenir une puissance politique, un contre-pouvoir. Vous avez vu comme c'est énorme. Et là intervient l'élément décisif de toute l'histoire. L'Adam, ou la dame. Le symbole est fort. On parle de Rapture, on parle d'Adam, on parle d'Ève. Pour une ville datée post-soviétique, post-capitaliste, c'est étrange. L'Adam, c'est une substance qui est découverte au fond de l'océan, produite par une limace marine, et qui permet de réécrire le corps humain, et de le régénérer d'une certaine manière. Ça, je vous invite à voir les cassettes du docteur Tenenbaum, qui raconte, qui est une doctoresse qui avait fréquenté les nazis, et qui explique en fait comment tout ça lui rappelle un peu le nazisme, avec cette suprématie du gène et tout. Et l'Adam, c'est pas simplement un médicament, c'est pas une drogue simplement, c'est une révolution biologique.
puisque l'Adam va permettre de modifier l'organisme. Et donc là où à la surface, il y aurait eu des comités d'éthique, des limites, à Rapture, c'est open bar. On peut développer des capacités extraordinaires. Donc on va claquer des doigts pour faire du feu. On va téléporter des objets. On va se téléporter nous-mêmes. On va porter avec la télékinésie. On réécrit l'ADN. Sur le papier, c'est génial. Bon, vous avez compris que ça finit jamais bien, ces choses-là. On peut devenir plus fort, plus beau, plus intelligent, plus résistant. On peut manipuler des insectes. Enfin, on fait ce qu'on veut, en fait. Et évidemment, dans une ville fondée sur le refus des limites, cette découverte, c'est déjà une catastrophe annoncée. Catastrophe au sens chrysologique, c'est la rupture systémique. Parce que si le principe de Rapture, c'est que rien doit freiner le désir individuel, alors pourquoi faudrait-il freiner le désir de modifier l'homme ? D'où se pose la question du transhumanisme. Et Fontaine comprend immédiatement le potentiel économique de l'Adam. Il va fonder Fontaine Futuristics, avec l'argent qu'il a accumulé par la contrebande. Il s'entoure de scientifiques, notamment le docteur Tenenbaum dont on vient de parler, Brigitte Tenenbaum, et transforme cette découverte en industrie. Donc il fait son entreprise, comme les lois de Rapture lui permettent, mais l'Adam est difficile à produire en quantité suffisante. C'est là que naissent l'aberration de la ville, ce que personne ne veut voir, qu'il va falloir masquer, qu'il va falloir habiller, qu'il va falloir maquiller pour le faire accepter, puisque c'est un jeu qui reprend les fondements de la propagande de Münzenberg et Edward Bernays sur toute la communication. Ce sont les petites sœurs. Donc au lieu de parler de enfants zombies programmés mentalement pour sucer le sang et l'ADN des gens, on parle de petites sœurs, on leur met des petites salopettes. Et du coup les Little Sisters en anglais, ce sont des fillettes conditionnées mentalement, transformées, utilisées comme des hôtes biologiques pour produire et récupérer de l'Adam. Et elles errent dans Rapture avec leurs protecteurs, donc les Big Daddies. C'est légendaire, ce jeu est légendaire. Ces immenses, du coup, scaphandriers qui sont eux-mêmes modifiés, conditionnés eux aussi, chargés de défendre les petites sœurs jusqu'à la mort. Ils sont programmés mentalement pour défendre les petites sœurs jusqu'à la mort. Puisque la denrée suprême de Rapture, c'est pas l'or, c'est pas l'alcool, c'est pas la nourriture, c'est pas l'eau potable, parce que je rappelle qu'on est quand même au milieu de l'océan Atlantique, c'est l'Adam. Et là, on a déjà tous les éléments du cauchemar. Donc, une ville qui parlait de liberté absolue finit par transformer des enfants en outils biologiques pour le besoin du marché et des hommes en machines de protection pour le besoin du marché. Pendant ce temps, les plasmides se répandent. Donc, les plasmides, ce sont les formules qui vont permettre d'utiliser et d'exploiter l'Adam d'une manière ou d'une autre. Par exemple, faire de l'électricité avec les doigts. Les habitants de Rapture commencent à se modifier. Au début, ça va, c'est sympa. Je veux dire, on est un peu gros, donc on se fait plus mince. On est un peu maigre, on se fait plus musclé. On est content. Et la vanité entre en jeu. Donc il y a une compétition nouvelle qui se met en place. Puis il y a des ambitions. Puis on devient addict à la modification. Le corps devient un marché. C'est l'extension des lois du marché. On passe de la marchandise normale du capitalisme. C'est-à-dire que je produis un bien de consommation en manipulant la matière au sens marxiste du terme. Dans un deuxième temps, j'étends la logique du marché. Ça devient le corps, donc ça peut être la prostitution ou autre, ce qui est déjà une aberration. Et puis après, je vais plus loin. C'est que la matière même de mon corps devient marchandise, donc soit elle est à vendre, je peux vendre un bras, je peux vendre un poumon, je peux vendre un organe, je peux vendre un œil, je peux vendre ma vie. Et là, mon corps devient un terrain de modification, donc de compétition. Et c'est plus par le sport ou par l'effort légitime, c'est par combien j'ai de moyens capitalistiques pour m'injecter des choses, ou moyens de violence pour les voler, ces moyens-là. Et donc les petites sœurs deviennent aussi des cibles. Vous voyez comme c'est bien écrit tout ça. On ne se contente plus d'être humain, on veut être une amélioration d'être humain. Et plus les gens consomment de l'Adam, plus ils deviennent instables. Parce qu'effectivement ça fait tourner les têtes, le corps se déforme, l'esprit se fragmente, et la dépendance augmente, si je peux me permettre cette rime. Ce qu'on appellera donc les chromosomes en français, dans la traduction française, ou les splicers en anglais, ce sont les ruines humaines de cette course à l'augmentation. Et on voit qu'ils sont toujours mentalement présents, mais pas mentalement stables. On voit qu'ils ont un passé, on voit qu'ils ont des comportements, des modes de vie, mais le seul but de leur vie désormais, c'est d'avoir de l'Adam. Ce ne sont pas des monstres venus de l'extérieur. Ce ne sont pas des requins qui ont cassé les murs de Rapture. Ce sont les citoyens de Rapture, les anciens artistes, les médecins, les ouvriers, les mondains, les commerçants, qui sont devenus fous à force de vouloir s'améliorer.
Et il y a un détail, il y a une cassette dans le jeu qui est fascinante, qui parle de comment ils sont plus humains du tout, mais comment ils restent humains et comment on peut le prouver, c'est parce qu'ils ont un masque. Et le fait qu'ils ont un masque montre qu'ils ont quand même un résidu de honte de ce qu'ils sont devenus. Ils ont un masque et le masque est toujours cassé ou bizarre. Andrew Ryan voit alors Fontaine devenir beaucoup trop puissant. Fontaine ne possède pas seulement une entreprise, il possède les pauvres, les dépendants, les réseaux clandestins. Il possède l'Adam, il possède les laboratoires. Donc une partie de l'avenir de Rapture. Et ça, Ryan ne l'avait pas envisagé dans sa réflexion ultra-objectiviste et ultra-capitaliste. C'est qu'en fait, les pauvres, la masse qui manipule la matière, mais si tu la prends pas en compte, c'est un cancer qui grandit. Attention, je ne compare pas les gens pauvres à des cancers, vous avez bien compris. Hein. Je dis que ne pas prendre en compte les catégories sociales et les plus démunis, c'est mettre un cancer dans la société qu'on veut construire. Donc soit on le règle en les satisfaisant, soit quelque chose va éclater un jour. Ça, c'est inévitable. Et encore une fois, pas besoin d'être marxiste pour l'admettre. C'est du socialisme de base du 19e siècle tel qu'il a été pensé par les penseurs chrétiens français avant que Marx ne soit là. Et Ryan va tenter de prendre le contrôle avec tout ça. Donc il va nationaliser. Là vous dites, mais attends, tu te moques de nous ou quoi? Comment ça il nationalise? Vous avez bien entendu. Là le système est déjà mort. Puisque l'ultra-objectiviste individualiste Andrew Ryan va nationaliser une entreprise parce que cette entreprise devient une menace pour l'État en place. C'est pas à mourir de rire. Il va nationaliser Fontaine Futuristics. Et Fontaine est officiellement tué. Mais en réalité, il simule sa mort. Il disparaît pour mieux revenir sous une autre identité. Atlas. Là, vous dites, mais attendez, ça serait pas une référence à Atlas Shrugged? Et si Atlas se présente comme l'homme du peuple, le défenseur des opprimés, celui qui lutte contre la tyrannie d'Andrew Ryan. Et c'est comme ça que Rapture va basculer dans une guerre civile. Ce qui était impensable en fait pour Andrew Ryan. Les guerres civiles, c'est bon pour la surface. Eh ben non, c'est pour toute société qui est mal réglée. Et Ryan, du coup, le fondateur libertarien à l'extrême, devient de plus en plus autoritaire pour sauver sa ville. C'est quand même assez ironique. Fontaine, le criminel, devient un faux révolutionnaire pour prendre le pouvoir. Les deux hommes détruisent Rapture en prétendant chacun la libérer. Et c'est dans ce contexte que va arriver Jack. Et Jack, c'est nous. Mais en fait, c'est Jack. Le jeu commence en 60, je vous l'ai dit. Jack, il est dans un avion qui traverse l'Atlantique. L'appareil s'écrase, Jack survit, il nage jusqu'au phare. À peine arrivé, il découvre la ville. Il découvre progressivement les règles de ce monde. Pour survivre, il va devoir utiliser les plasmides, il s'injecte de la dent. Il doit entrer lui-même dans la logique biologique de Rapture. C'est toute la problématique de la guérilla ou de la tactique militaire en général. C'est que si l'ennemi utilise une perfidie particulière et qu'on y renonce, il y a de très fortes chances qu'on perde. Donc il faut soi-même devenir perfide. C'est ce qui donne les pires escalades lors des guerres civiles. On se rappelle des choses catastrophiques qui se sont passées pendant les guerres civiles que nous on a connues. Français, je pense à l'Indochine, je pense à l'Algérie. Bref, il affronte les splicers, donc les chromosomes, il évite les systèmes de sécurité, il rencontre des petites sœurs. Et le jeu lui propose toujours un choix. Soit on peut récolter les petites sœurs, donc les tuer pour prendre la limace qu'il y a en elles et obtenir beaucoup d'Adam. Soit on les sauve, ce qui leur permettra peut-être un avenir meilleur grâce à ce que nous donne le docteur Tenenbaum. Docteur Tenenbaum, je vous rappelle, qui fricotait avec les nazis, c'est une docteure allemande, et qui a des remords pour ce qu'elle a fait à ses petites filles, donc qui propose une formule pour les sauver, mais on a le choix. On a le choix. Et en parallèle, il va traverser les quartiers de la ville, il va rencontrer notamment le docteur Tenenbaum, il va rencontrer Sander Cohen, un artiste fou et mégalomane, le docteur Steinman, le chirurgien obsédé par la beauté, mais une beauté à la Picasso, pour ceux qui comprennent, Pitch Wilkins, un ancien allié devenu paranoïaque, et d'autres figures qui montrent chacune une facette de l'effondrement de la cité de Rapture. Et pendant toute cette progression, dans ce contexte que je viens de vous dresser, Jack, qui est nous en fait, et c'est là que le gameplay est génial, je dis, le propre du jeu vidéo, c'est le gameplay. Donc si le gameplay sert le propos, c'est ce qu'on avait essayé de faire avec Tape Denial, qu'on avait créé, avec Hideo Kojima dessus, Flavien Steinman et Olivier B. Le propos
s'il est servi par le gameplay, je considère à titre personnel que le jeu est un grand jeu vidéo. C'est le cas de Metal Gear Solid 2, c'est le cas de Shadow of Colossus, c'est le cas de Silent Hill 2 qu'on a cité, c'est le cas aussi d'un jeu qui est excellent et qui est oublié, Castlevania Lords of Shadow, et d'encore bien d'autres jeux que je ne citerai pas ici, il n'y en a pas tant que ça non plus, disons qu'il y en a 4-5 qui pour moi atteignent ce niveau. Et le gameplay de BioShock, c'est qu'en fait on va suivre les instructions d'Atlas. On va se dire c'est génial, le mec il nous dit on fait ça, et toujours je vous prie, je vous prie, je vous prie. Pourquoi ? Parce qu'Atlas il nous dit Andrew Ryan il a chopé ma femme et mon fils, je veux le retrouver. Voilà, donc aide-moi à le retrouver, aide-moi à sauver ma femme et mon fils, et du coup Andrew Ryan va tuer les gosses, enfin le gosse et la femme. Atlas va dire je veux me venger, et donc on va l'aider à se venger. Voilà. Et il va toujours dire je vous prie. En anglais, would you kindly, would you kindly, would you kindly, toujours. Chaque fois qu'Atlas prononce cette formule, ben on exécute. Mais nous, on n'a pas le choix puisqu'on est des joueurs, donc le gameplay nous pousse, on n'a pas d'autre choix. Mais en fait, on a le choix, on pourrait rester dans une salle à rien faire. Sauf qu'on fait ce que nous dit Atlas. À chaque fois qu'il nous dit « je vous prie », on le fait. Il y a une flèche qui arrive à l'écran, on le fait. Ryan, dans l'une des scènes les plus célèbres du jeu, va forcer Jack à comprendre qu'il n'a jamais été libre. Et la scène, elle est énorme. Puisque Andrew Ryan, il abandonne, il a compris que c'est fichu, donc il se suicide littéralement. Et donc au moment où on pense arriver au boss de fin, Andrew Ryan, le mec il joue au golf tranquille dans son costume, avec un petit jazz, il joue au mini-golf, et là il dit mais vous êtes vraiment libre Jack, je sais pas, qu'est-ce que vous faites là et tout. Ben frappez-moi à mort avec ce club de golf, je vous prie. Et là, on ne joue même plus, on le frappe avec le club de golf, enfin, le personnage le frappe de lui-même, et il le dit, Andrew Ryan, un homme choisi, un esclave obéit. Bon, Epictète aurait beaucoup à redire, mais Ryan meurt en prouvant à Jack qu'il n'est pas un homme libre, mais l'instrument de quelqu'un d'autre. Et là, on commence à se dire, il y a un problème. Et c'est à ce moment qu'Atlas va révéler sa véritable identité, Frank Fontaine. Et toute l'histoire que je viens de vous raconter, là, on n'est pas censé la savoir à ce moment-là. Mais là, je vais donner un contexte, parce que je ne vous fais pas vivre le jeu. Je vous fais vivre Rapture. Toute l'histoire de la famille était un mensonge. Il s'est servi de Jack pour éliminer Ryan et prendre le contrôle de Rapture. Et donc c'est hyper subtil puisqu'en fait Jack est un enfant illégitime, entre guillemets, une espèce de clone illégitime de Andrew Ryan. Et donc Fontaine l'a utilisé parce qu'il partageait le même patrimoine génétique. Donc il pouvait bypasser les moyens d'authentification de la ville et accéder à des zones restreintes. Jack n'est pas seulement perdu dans une ville en ruine, il doit se libérer de sa ruine mentale, puisqu'il a été conditionné. Et là, en fait, tout est remis en cause, ses souvenirs, sa vie. Et on peut se demander, moi, des fois, je me pose la question, quels sont mes vrais souvenirs ? Alors, je ne suis pas schizophrène, Dieu merci, sans offense, bien sûr, pour tous ceux qui ont des troubles mentaux, mais du coup, je sais distinguer le vrai du faux. Mais des fois, je me dis, est-ce que ça, je l'ai rêvé ou est-ce que c'est vrai ? Eh bien, imaginez qu'on vous a implémenté des souvenirs. Et c'est ça le problème. C'est que avec de l'implémentation de souvenirs, on n'y est pas encore tout à fait, mais on a des méthodes pour le faire. Et le jeu est ancré, vous allez voir, dans tout ce qui était programme du MK Ultra à l'époque, qui ne sont pas des délires complotistes, puisque c'était une compétition, je parlais de perfidie, concurrentielle en temps de guerre. Pendant la guerre froide, il y avait une concurrence sur le contrôle mental entre l'Union soviétique et les USA. C'est un fait historique, Bill Clinton s'en est excusé, l'Union soviétique ne s'est pas entachée de ses excuses, mais ils ne se sont pas gênés non plus. Donc aidé par Tenenbaum et par les petites sœurs, si le joueur les a sauvés, on va tenter en tant que joueur d'échapper à Fontaine, de briser les ordres implantés dans l'esprit et reprendre possession de la volonté. On va casser le conditionnement mental par le gameplay. Je trouve ça génial. La fin du jeu va conduire Jack à affronter Fontaine, devenu une créature monstrueuse saturée d'Adam. C'est la gloutonnerie génétique à son paroxysme. Fontaine, qui voulait seulement le pouvoir, finit littéralement déformé par la substance qui a détruit la ville. Il incarne en fait cette décadence de la ville lui-même. Il pensait prendre le pouvoir de quelque chose, mais il n'était qu'une tumeur cancéreuse lui aussi sur cette ville qui était déjà morte. Jack le vainc avec l'aide des Little Sisters, et selon les choix effectués, il y a une fin, une bonne ou une mauvaise fin. Donc si Jack a sauvé les petites sœurs, il va quitter Rapture avec elles et va leur offrir une vie normale à la surface. C'est une magnifique fin, et je la trouve extrêmement touchante. Si au contraire on les a exploités, on va prendre le pouvoir à Rapture,
Et le jeu laisse entendre que le cauchemar peut continuer, cette fois tourné vers le monde extérieur. Donc là, c'est une idée de conquête et d'extension de la logique avec l'avantage concurrentiel de l'Adam sur les puissances mondiales. Vous venez de vivre Rapture, messieurs, dames, BioShock. La naissance d'une cité fondée sur la liberté absolue. Comme les théologiens l'ont bien compris, selon moi, c'est que la liberté de pécher est une illusion de liberté sur le moment qui en fait produit le plus grand des esclavages. C'est l'esclavage de l'ego, c'est l'esclavage de la chair. Et donc en prétendant se libérer, on est encore plus asservi que ce qu'on aurait été. Et j'aime beaucoup cette phrase, je crois qu'elle est de Goethe, qui dit « Il n'y a pas de plus grand esclave que celui qui pense être libre ». Et je pense que c'est ça que nous démontre Rapture. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vous prie, 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 je vous prie. Maintenant qu'on a bien présenté ce qu'est l'histoire de Rapture, on va parler de l'objectivisme. Je vous ai dit qu'on allait y venir, je vous ai dit qu'on allait venir à Ayn Rand, puisque là on a un peu survolé le concept. C'est quoi la matrice idéologique de Rapture? C'est quoi que le jeu critique en fait? Pour comprendre pleinement ce que BioShock met en scène, il faut qu'on aille aux profondeurs de cette doctrine. Donc c'est Ayn Rand qui ponce ça, c'est une romancière et philosophe née en Russie, tiens donc, en 1905 et émigrée aux États-Unis, où elle va développer une doctrine philosophique complète, totale, qu'elle nomme l'objectivisme. Cette doctrine ne se limite pas à une théorie économique ou politique, elle prétend offrir une vision totale de l'homme, de la morale, de la société et du sens de l'existence. Et là, je me suis permis de reprendre mon texte de 2017, repeaufiné, retravaillé, lorsque j'avais présenté ce qu'était l'objectivisme. Et c'est vrai que cette doctrine m'a toujours fasciné, parce que on parle beaucoup de marxisme, on parle beaucoup de socialisme, de communisme, mais on ne parle pas de l'extrémité du capitalisme. L'extrémité décomplexée, qu'est l'objectivisme en fait. Alors, c'est pas les mêmes catégories, le capitalisme est une doctrine économique, l'objectivisme est une doctrine philosophique totale, mais qui comprend un aspect économique, vous comprenez bien, je suis pas en train de faire un manque de rigueur sur les concepts. Au cœur de la pensée d'Ayn Rand se trouve une affirmation que moi je qualifie de radicale. L'homme est un être dont la raison constitue l'outil fondamental de survie et d'épanouissement. Si vous êtes familier de Thomas d'Aquin, c'est fondamentalement ce que dit Thomas d'Aquin dans la Summa Theologiae, pour les théologiens en herbe qui nous écoutent. Donc c'est marrant parce que Ayn Rand c'est une athée radicale, mais elle ne se prive pas d'une culture philosophique profonde, aristotélicienne, thomiste, etc. Je ne sais pas à quel point elle a lu tout ça, mais en tout cas c'est en substance ce qui ressort de la doctrine anthropologique entre guillemets thomiste. Et contrairement aux traditions religieuses ou collectivistes, elle va refuser toute autorité transcendante ou toute primauté du groupe sur l'individu. Et ça c'est important de le dire. L'être humain n'a pas à vivre pour Dieu. Et c'est même pas la question est-ce qu'il y a Dieu ou pas. C'est il doit pas vivre pour Dieu, point. Ni pour la société, ni pour une quelconque cause abstraite. L'être humain doit vivre pour lui-même. Cette idée conduit à ce qu'elle appelle une morale de l'égoïsme rationnel. Je dis c'est décomplexé, qui n'a rien d'un simple égoïsme instinctif ou capricieux en mode moi je, mais qui repose sur l'idée que chacun doit poursuivre son propre bonheur comme finalité morale. C'est-à-dire que la finalité de la morale, c'est le bonheur. Le bonheur n'est pas un luxe ni une récompense, il est la justification même et unique de l'existence humaine, la seule chose qui donne un sens, comme un phare dans la nuit, qui en fait vous amène plus bas que là où vous étiez alors qu'il vous éclairait. Vous comprenez le symbole de fou. Dans cette perspective, l'homme idéal chez Ayn Rand, c'est une figure presque héroïque. C'est un homme ou une femme productif, créatif, indépendant, qui refuse de se soumettre aux attentes des autres et qui affirme sa volonté propre dans le monde. Vous savez, il y a des choses à prendre chez Ayn Rand. C'est intéressant comme discours. L'activité productive, qu'elle soit artistique, scientifique ou industrielle, c'est marrant, c'est pas les trois mots qui sont à Rapture. Art, Industry, Science devient alors la forme la plus noble de l'accomplissement humain. Produire, créer, transformer le réel par la raison. Voilà ce qui donne sens à la vie humaine. Et à l'inverse, celui qui vit aux dépens des autres, qui exige sans créer, qui dépend sans produire, est considéré comme un parasite. Mot qui revient partout dans Rapture. Un parasite, parasite. Toute la morale objectiviste repose sur cette opposition entre le créateur, celui qui apporte une plus-value à l'existence terrestre, et le profiteur, celui qui capte cette plus-value, et ce sera toujours illégitime.
Cette vision morale débouche logiquement sur une position politique très tranchée. Pour Ayn Rand, le seul système compatible avec la dignité humaine, c'est un capitalisme de laisser-faire intégral. Donc, si vous connaissez l'histoire juridique américaine, j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'en profite ici pour le refaire un peu plus structuré, de manière plus structurée. L'histoire américaine a démontré une faille du capitalisme que Lénine ne se gênera pas de reprendre dans l'impérialisme strat suprême du capitalisme. Cette faille, c'est une des contradictions au sens marxiste du capitalisme, c'est la libre entreprise. Puisque, je vous la fais vite, la libre entreprise est un fondement du capitalisme. La libre entreprise fait qu'une entreprise va grandir jusqu'à atteindre une situation de monopole. Le monopole tue la libre entreprise et la libre concurrence, donc le capitalisme a une contradiction majeure. Et ça, les États-Unis y ont répondu au 19e siècle avec le Sherman Act, qui est le premier droit antitrust au monde, qui a compris une des failles du capitalisme et qui l'a régulé, avec l'affaire Rockefeller et les chemins de fer. En gros, juridiquement, les États-Unis ont dit, à partir de maintenant, on interdit les monopoles, puisque c'est une menace pour la libre entreprise. Donc c'est une régulation du capitalisme, et qui pour Lénine n'est pas une régulation, mais un moyen de différer la dictature du prolétariat et la révolution prolétarienne. Et donc voilà. Ayn Rand, quant à elle, elle dit on laisse faire. S'il y a un monopole, c'est pas grave. Il l'a mérité, il est monopole, il a gagné. Ça signifie un système du coup dans lequel l'État est réduit à ses fonctions minimales. Alors à quoi sert l'État dans l'objectivisme ? Protéger les droits individuels, donc je ne peux pas me faire violer, tuer, etc. Assurer la sécurité et garantir les contrats. En gros, je fais un contrat avec X, l'État Y garantit l'exécution de mon contrat avec X. Mais tant qu'il n'y a pas de litige dans l'exécution du contrat, l'État n'a rien à y faire. En dehors de ça, toute intervention est illégitime au sens étymologique du terme. Illégitime, c'est en dehors de la loi, de la légalité. Il ne doit pas y avoir de régulation économique, pas de redistribution des richesses, pas de planification, pas de limitation des échanges. Le marché libre est une expression directe des choix rationnels des individus. Chacun va agir selon ses intérêts. Et l'ordre social qui va émerger de la somme de ces décisions individuelles sans aucune autorité centrale va être une société idéale pour Ayn Rand. Ce rejet de l'intervention ne va pas concerner seulement l'économie, mais aussi la morale sociale. Rand va s'opposer fondamentalement à l'altruisme. Mais c'est fascinant quand on y pense. Parce que l'altruisme tel qu'il est traditionnellement compris, c'est je sacrifie mon intérêt personnel pour autrui au-delà de ma sphère privée. En gros, pour la famille, c'est normal, c'est instinctif. Mais ailleurs, non. Pour elle, l'idée selon laquelle il faudrait sacrifier pour les autres est non seulement fausse, mais profondément immorale. Elle va considérer que l'altruisme va transformer l'homme en moyen au service d'autrui, alors que chaque individu devrait être une fin en soi. C'est pour ça qu'on parle d'objectivisme. L'objet de l'existence devient le centre de toute chose. Quel est mon objet de l'existence ? C'est moi-même, puisque j'ai conscience de moi-même. De la même manière, elle va rejeter toutes les formes de collectivisme, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles. Les idéologies qui valorisent le groupe, la solidarité imposée ou l'égalité forcée, sont perçues comme des systèmes qui écrasent les individus les plus capables au profit de la masse. Et c'est dans Atlas Shrugged qu'elle va incarner ces idées. Et donc vous avez vu, Atlas Shrugged, quel est le nom de Fontaine, son nom d'empreinte révolutionnaire ? Atlas. Je trouve qu'Atlas Shrugged est le meilleur titre de tous les temps. Le meilleur titre de tous les temps, avec les Confessions de Saint-Augustin. Atlas Shrugged. Donc, Atlas, je vous rappelle, mythologie grecque, c'est celui qui porte le monde sur ses épaules. Et shrug, c'est hausser les épaules en anglais. C'est un geste d'hésitation ou quand on veut se débarrasser de quelque chose de lourd. Et donc, que fait Atlas ? Il hausse les épaules. Le titre est génial, parce que celui qui porte le monde sur ses épaules hausse les épaules. Donc, le monde se secoue. Et c'est qui Atlas pour Ayn Rand ? On va expliquer. Dans les œuvres d'Ayn Rand, elle va mettre en scène des héros qui incarnent ses principes, des architectes, des industriels, des inventeurs qui refusent de se soumettre aux normes sociales et qui choisissent parfois de se retirer du monde pour ne plus être exploités par une société qu'ils jugent parasitaire. Et dans Atlas Shrugged, qui est traduit plusieurs fois en France sous différents noms, la grève, la révolte d'Atlas, etc., cette idée atteint son point extrême. En gros, ce sont les esprits les plus brillants, donc Atlas, ceux qui tiennent le monde, qui vont disparaître volontairement. Laissons le monde s'effondrer sans eux, afin de prouver que toute richesse et tout progrès reposent sur une minorité créatrice. Et c'est cette idée qu'on trouve en traduction directe dans BioShock. Rapture apparaît comme une matérialisation concrète d'un rêve objectiviste, un lieu où les individus les plus talentueux peuvent vivre entre eux, libérés des contraintes de la société ordinaire,
affranchi de toute autorité religieuse ou politique, entièrement dédié à cette logique productiviste. Et la devise qu'on a citée au début de l'analyse, « No gods or kings, only man », résume parfaitement cet idéal. Là où Rand présente cet idéal comme une utopie possible, BioShock va en critiquer la dérive. Et c'est ça qu'on veut extirper de ce jeu, c'est ce propos qui nous met, d'un point de vue cathartique, la finalité d'Ayn Rand selon Ken Levine. Et il peut avoir tort. Ayn Rand, je pense, aurait détesté le jeu et elle aurait expliqué pourquoi, en fait, c'est une critique qui a mal compris son œuvre. Moi, je pense que c'est une bonne critique d'Ayn Rand, mais au même titre qu'on pourrait faire un jeu sur l'aboutissement du marxisme. Ah, pas besoin, ça s'appelle l'URSS. N'en déplaise à ceux qui nous expliquent que l'URSS n'était pas vraiment communiste ou autre. Je pense que Lénine a bien plus compris Marx que tous les gens qui prétendent avoir mieux compris Marx que lui. Et je vous renvoie à l'opposition qu'il a eue contre Kautsky lors du congrès international communiste, ou je sais plus c'était quoi le nom, l'international socialiste. Et avec cette opposition historique entre Kautsky, qui était plus proche de ce qu'on appelle la social-démocratie contemporaine, je suis en train de diverger comme pas possible. Là. Ce qui nous amène à notre prochaine partie, puisque maintenant on va parler de l'opposition entre Andrew Ryan et Atlas, dit Frank Fontaine, ou Frank Fontaine dit Atlas. Et il a bien d'autres alias d'ailleurs. Roland, s'il te plaît. Les anges n'aiment pas les gros balourds. La figure d'Andrew Ryan, parce que c'est une figure symbolique, philosophique, narrative, ne peut pas être comprise toute seule. Elle ne va atteindre toute sa portée qu'en étant mise en tension et en confrontation avec celle de Frank Fontaine, ou Atlas. C'est son opposant, qui n'est pas son opposant politique, son opposant idéologique, littéralement, et même anthropologique. C'est deux visions du monde. Parce qu'en fait, Fontaine, c'est ce que Andrew Ryan appelle le parasite. Sauf que, comme le dit Andrew Ryan dans une cassette qui est extrêmement bien écrite, Fontaine, c'est un parasite spécial. C'est un escroc dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il a une vision. Et ça le rend très dangereux. Parce que si Ryan incarne un idéologue froid, fondateur, penseur, qui veut donner une forme concrète à l'objectivisme, qui veut l'accomplir, Fontaine, c'est le révélateur brutal des limites de ce système. C'est celui qui va en exposer les failles sans aucun scrupule et qui va les exploiter en fait. L'un construit Rapture, donc littéralement il bâtit Rapture, on ne peut pas l'enlever à Andrew Ryan. L'autre l'exploite et la met à l'épreuve. Fontaine apparaît d'abord comme une figure secondaire, presque périphérique. C'est un entrepreneur parmi d'autres dans cette cité censée récompenser l'initiative individuelle. C'est Atlas qui porte le monde après tout. Mais très vite, il va se distinguer par une capacité que Ryan n'avait pas anticipée. Comprendre que dans un monde sans régulation, la réussite ne dépend pas seulement du talent ou du travail, mais aussi de la capacité à manipuler les règles, ou plutôt leur absence. Et il va s'engouffrer dans des vides juridiques, il va s'engouffrer dans des vides sécuritaires. Là où Ryan croit à un ordre spontané fondé sur le mérite, Fontaine va percevoir ça comme un espace où tout peut être monnayé, détourné et exploité. Et c'est une partie de la réalité humaine. Son ascension repose sur cette lucidité. Il va investir les marges de Rapture, ces zones que l'idéologie officielle ignore ou méprise, je vous ai parlé, des classes laborieuses, les travailleurs invisibles qu'on ne veut pas voir, ceux qui ne sont ni artistes de génie, ni scientifiques brillants. Là où Ryan a construit une utopie pour les meilleurs, Fontaine comprend qu'une ville ne fonctionne pas uniquement avec une élite. Parce que c'est bien beau l'élite, mais il faut bien faire tourner ce monde-là. Et ça, une minorité ne peut pas le faire, il faut une majorité travailleuse. Il s'appuie sur ces populations délaissées. Il va leur offrir des opportunités, il va les rendre importants là où ils ne sont personne. Pour son intérêt personnel, certes, mais il y a un besoin derrière. Il va organiser des réseaux parallèles. Et il va finir par structurer un véritable contre-pouvoir social et économique. Ce contre-pouvoir prend la forme d'un marché noir. On a parlé de contrebande tout à l'heure lorsqu'on résumait l'histoire de Rapture, mais il serait bien réducteur de le considérer comme un simple criminel opportuniste. Le marché noir qu'il a créé, c'est un prolongement logique du système de Rapture. C'est ça le propos du jeu, c'est que c'est pas un adversaire qui exploite une faiblesse du système. C'est un homme qui est une conséquence du système, une conséquence inévitable. Dans un monde où tout est permis, tant qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, la frontière entre légalité et illégalité perd tout son sens. Fontaine ne trahit pas les règles. Il les pousse jusqu'à leur point de rupture. Et Rapture connaît une rupture lorsqu'Andrew Ryan comprend que son système est porteur d'une contradiction
Et le monopole de Fontaine futuristique va causer une nationalisation, alors qu'il n'y a même pas de nation à Rapture. Et Andrew Ryan fait ce qu'il aborde le plus, nationaliser. C'est pour ça qu'il a fui l'Union soviétique, c'est pour ça qu'il a fui les États-Unis, parce qu'il avait une forêt trop grande, je crois, qui a dû être rendue publique par le gouvernement américain, ou je sais plus c'était quoi l'histoire. Donc Fontaine devient le miroir inversé d'Andrew Ryan. Là où Ryan idéalise le marché libre, Fontaine, lui, en révèle la dimension prédatrice. Sa stratégie repose également sur une maîtrise fine des perceptions. Sous l'identité d'Atlas, il va adopter le langage du peuple. Il va parler comme un socialiste. Il va se présenter comme un défenseur des opprimés, un leader capable de s'opposer à l'autorité de Ryan par la force du nombre qui va représenter la frustration ouvrière. Cette double identité n'est pas un simple artifice narratif. Elle va incarner la capacité de Fontaine à naviguer entre les classes sociales, à incarner tour à tour l'entrepreneur cynique et le révolutionnaire charismatique justement. Il n'a pas d'idéologie propre. Il utilise celle des autres comme des outils de manipulation des masses. Et comment est représenté Atlas? En salopette. La tenue du travailleur. Je vous rappelle que la salopette, c'est une tenue de travailleur en jean, c'est solide. Ça permet de mettre par-dessus les vêtements pour ne pas se salir. Et Atlas est représenté comme ça parce qu'il a capté les moyens de propagande de Münzenberg et Bernays. Il a capté les relations publiques. La montée en puissance de Fontaine met en lumière une contradiction fondamentale de Rapture. Le système prétend valoriser l'individu, mais il produit des inégalités telles qu'elles engendrent inévitablement des tensions collectives qui vont devenir coercitives sur l'ordre établi. En exploitant ces tensions, Fontaine ne fait que révéler ce que l'utopie cherchait à masquer, l'impossibilité de maintenir un ordre stable sans mécanisme de régulation. La guerre civile qui éclate entre les partisans de Ryan et ceux de Fontaine n'est pas une déviation. En fait, c'est l'expression directe de cette contradiction, comme je l'ai expliqué. Et face à cette menace, Ryan va abandonner progressivement ses principes. Au début, je vous ai parlé de la nationalisation, mais en fait, c'est tout. Lui qui prenait un état minimal, voire inexistant, met en place des mesures de contrôle. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître à Rapture? Des caméras partout. Des caméras qui nous parlent dans le gameplay, qui nous hurlent au visage, qui sonnent dès qu'elles nous repèrent. C'est pas Fontaine qui les a mis en place, c'est Andrew Ryan, l'objectiviste libertarien des caméras. En fait, le monde se transforme en totalitarisme à la 1984. Ce basculement, il est essentiel dans l'analyse. Il montre que l'objectivisme, confronté à ses propres conséquences, tente à se nier lui-même pour survivre. Ne pourrait-on pas dire la même chose du communisme? En cherchant à préserver Rapture, Ryan devient ce qu'il détestait, une figure autoritaire, obsédé par le contrôle, prêt à sacrifier la liberté individuelle qu'il prétendait défendre. C'est dans ce contexte que la confrontation finale va prendre tout son sens. Lorsque Ryan force son propre fils, /clone, à le tuer en répétant « un homme choisi, un esclave obéi », il ne s'agit pas seulement d'un moment dramatique, c'est une mise en scène par le gameplay, puisque c'est la seule fois du jour où on va lâcher la manette, l'une des seules fois. C'est la mise en scène de l'échec de son projet. L'homme qui proclamait la souveraineté du choix individuel révèle dans cet instant que tout était déjà déterminé, manipulé, orchestré et qu'en fait il ne peut pas éviter sa propre mort. La liberté qu'il défendait s'effondre face à la réalité d'un système où même les fondateurs ne contrôlent plus les conséquences de leurs actes. Mais Fontaine, lui, si on pourrait se dire qu'il a gagné sur le papier, ne triomphe de rien parce qu'il n'a aucune alternative stable à proposer. Il incarne une autre forme de domination qui ne satisfera pas plus les travailleurs une fois qu'ils se rendront compte qu'ils ont été trahis. Cette domination est plus fluide, plus opportuniste, mais tout aussi destructrice. Là où Ryan représente la rigidité idéologique, Fontaine incarne le cynisme absolu du système livré à lui-même. Leur opposition ne débouche pas sur une synthèse saine, mais sur une destruction mutuelle qui laisse Rapture en ruine. Ainsi, la relation entre Ryan et Fontaine dépasse la simple rivalité personnelle. Elle constitue le cœur de la dynamique de ce qu'on analyse ici. C'est la confrontation entre une utopie idéologique et sa réalité pratique. L'homme choisi, l'esclave obéi. En dernière partie de cette analyse, il me paraît hautement important d'aborder le personnage principal du jeu, c'est Rapture. Et le symbolisme et l'esthétique dans Rapture qui nous parle, qui nous hurle au visage.
On parle souvent d'Elden Ring, Dark Souls ou les From Software comme des monuments de narration par l'environnement. Le monument de la narration par l'environnement, c'est BioShock. C'est lui qui invente ça. Il y a d'autres jeux, il y a System Shock avant lui, il y a d'autres jeux qui ont des bribes de ça. Mais BioShock, il fait une synthèse de ça, il le pose définitivement dans le monde du jeu vidéo. C'est un monde qui nous parle par des cassettes, mais pas que. Quand on arrive dans la première salle où on voit qu'il y a un nouvel an, je crois que c'est le nouvel an 1969 ou je ne sais plus, ou 1959, pardon, je ne sais plus, excusez-moi. Et on voit que tout est en ruine, on se dit, il y a eu une fête du nouvel an. Il y a eu une fête du nouvel an. Pourquoi tout est en ruine? Et le monde nous parle. Vous voyez, Shadow of the Colossus s'en sort aussi très bien, mais dans une moindre mesure, je trouve, à titre personnel. BioShock va beaucoup plus loin. Et à ce titre, Rapture ne peut pas être lu simplement comme un cadre narratif ou un espace de jeu avec des niveaux qui ont un game design exemplaire au demeurant. Rapture, c'est un système symbolique total, où chaque élément visuel, architectural et lexical vient renforcer le propos idéologique du jeu. L'esthétique n'est jamais décorative, elle est toujours signifiante, loquace, presque didactique, et va participer directement à la critique que BioShock construit. Le choix d'un environnement sous-marin, déjà, c'est une première rupture, si je peux me permettre, fondamentale. Rapture est littéralement coupée du monde, isolée dans les profondeurs, inaccessible et autosuffisante. C'est Jules Verne le truc. Cette séparation physique matérialise le projet d'Andrew Ryan. C'est se soustraire à toute influence extérieure, qu'elle soit politique, morale ou religieuse. Et quoi de mieux pour ça qu'une barrière d'eau de plusieurs centaines de mètres? Mais cet isolement a une dimension très ambivalente finalement. D'un côté, il protège la cité, il en fait un sanctuaire préservé du monde. Mais de l'autre, il l'enferme, parce que si rien ne peut y rentrer, rien ne peut en sortir. L'océan devient une frontière infranchissable, mais aussi une espèce de prison. Et on sent ce côté pourrissant de la prison dans Rapture. Les immenses baies vitrées qui exposent la faune marine comme un spectacle permanent rappellent constamment cette tension. Rapture contemple la nature tout en étant condamné à ne jamais la rejoindre. La pression atmosphérique, la pression tout court est trop haute à cette profondeur-là que même une Rolex Submariner éclaterait. Peut-être pas une Deep Sea et peut-être pas la planète océan, la Ultra Deep. Voilà, mais bon, ça c'est une petite blague pour nos amis les horlogers. L'esthétique art déco, on en a peu parlé, elle renforce cette ambivalence. Inspirée des années 20 et 30, elle évoque une époque de prospérité, de confiance dans le progrès. Ça y est, on a tout réglé, la médecine, l'industrie, tout est là. De fascination aussi pour la modernité industrielle. On peut y voir un écho direct à l'imaginaire de Metropolis, où la grandeur architecturale masque déjà des tensions sociales profondes. Très grand film, il faudra peut-être aussi qu'on en produise une analyse. Metropolis avec cette idée que le progrès industriel va amener un robot capable de manipuler les masses. À Rapture, cette esthétique devient une coquille vide. Les dorures, les néons, les lignes élégantes persistent, mais elles recouvrent un monde qui est déjà en ruine. Le luxe n'a pas disparu, il s'est fossilisé. Il devient le vestige d'une promesse non tenue. Le nom même de la ville, Rapture, condense cette dualité. Il évoque à la fois l'extase religieuse, comme on l'a dit, une forme de jouissance intense de monter au ciel, et en même temps, est-ce que le nom n'est pas très mal choisi pour une ville profondément athée? Cette dimension quasi religieuse, mais non assumée, se retrouve dans la mise en scène de Ryan lui-même. Je vous signale qu'on a ouvert l'analyse sur No Gods or Kings, Only Man, mais il n'y a rien qui vous choque dans cette statue et ce message à l'entrée de Rapture. Pas de Dieu, pas de roi, seulement l'homme. Pourquoi il y a la tête d'un homme en particulier en géant et en or alors, ou en bronze, peu importe. La contradiction est flagrante et en fait Rapture est une ville de contradiction. En rejetant Dieu, Ryan ne supprime pas la structure religieuse, il la réinvestit. L'homme devient l'objet du culte, et plus précisément un homme, le fondateur, le créateur, celui qui a donné naissance à cette ville. L'objectivisme, en prétendant abolir toute transcendance, produit une forme de transcendance immanente, centrée sur une figure humaine. Cette logique se diffuse dans toute la ville. Les noms des lieux, Olympus Heights, Arcadia, Héphaïstos, mobilise un imaginaire mythologique qui confère à Rapture une dimension presque sacrée, ancrée dans une tradition. L'architecture elle-même monumentale, verticale, organisée autour de grands espaces symboliques, participe à cette sacralisation. Rapture ressemble à une cathédrale constante, permanente. Tout est pensé pour donner le sentiment d'un monde supérieur, détaché de la banalité de la surface. Mais cette sacralité est fragile, car elle repose sur une négation, l'absence de toute autorité extérieure.
Et c'est ici que le motif de la chaîne prend tout son sens. La chaîne, pour ceux qui ne savent pas, c'est le symbole de Rapture, The Great Chain, qui dit que chaque homme est un maillon de la grande chaîne. Les chaînes apparaissent partout dans Rapture, dans les décors, dans les slogans et aussi dans les poignées de Jack. Elles constituent le symbole central du jeu. Quand on tire sur une chaîne, tous les maillons sont entraînés et tous les maillons résistent en même temps. Et en même temps, la chaîne, c'est le symbole de l'oppression. Officiellement, du coup, ces chaînes représentent l'esclavage que Ryan prétend abolir, mais aussi la grande chaîne qui est tirée par l'économie, par l'effort commun, mais en même temps portée par l'individu, puisque chaque maillon est individuel. Et dans les faits, elles révèlent une autre vérité, ces chaînes, celle d'un système où la liberté proclamée masque une multitude de déterminismes invisibles. La phrase « un homme choisi, un esclave obéit » fonctionne alors comme un slogan ambigu. Elle affirme une distinction claire, mais le jeu montre précisément que cette distinction est instable. Qui choisit vraiment ? Qui obéit sans le savoir ? Le conditionnement de Jack par la formule « je vous prie » « would you kindly » c'est l'expression la plus directe de cette contradiction. Mais il ne fait que rendre visible un mécanisme plus large. Les habitants de Rapture eux-mêmes sont enchaînés, non pas par une autorité extérieure, mais par leur propre désir, leur dépendance, leur adhésion à une idéologie malsaine. La chaîne n'est plus seulement un instrument de domination, elle devient une métaphore de l'intériorisation des contraintes. Cette idée trouve un écho particulièrement fort dans l'imagerie du parasite, on en parlait tout à l'heure. Ça revient souvent dans les discours aussi issus des sociétés capitalistes. Le parasite, c'est celui qui va capter illégitimement le travail des autres. Et dans le discours de Ryan, le parasite, c'est l'ennemi suprême de Rapture. C'est celui qui vit aux dépens d'Atlas. Pas Atlas du jeu, mais Atlas d'Ayn Rand, vous comprenez ce que je veux dire. Celui qui ne produit rien. Celui qui profite sans contribuer. Cette figure est directement héritée de la rhétorique objectiviste qui oppose le créateur au profiteur, on l'a dit. Mais BioShock renverse progressivement cette opposition. Le terme de parasite se diffuse, se déplace, devient incertain. Mais c'est qui le parasite dans Rapture en fait ? Celui qui survit dans les marges ou celui qui exploite sans limite les ressources et les corps ? L'Adam va cristalliser cette ambiguïté. Cette substance qui permet d'augmenter les capacités humaines devient rapidement une dépendance, une nécessité et enfin une obsession. Les corps se transforment, se dégradent et se fragmentent. Les splicers, donc les chromosomes, ces habitants altérés, incarnent cette dérive. Ils sont à la fois victimes et agents du système. Ils cherchent à accumuler, à se renforcer, à survivre. Mais ce faisant, ils participent à leur propre destruction. Et ils deviennent eux-mêmes des parasites, puisqu'ils vont commencer à faire de la prédation sur autrui. Le parasite n'est plus une catégorie extérieure, il devient une condition généralisée. Ainsi, et c'est ça que je voulais montrer ici, l'esthétique de Rapture n'est pas simplement l'illustration d'une chute, c'est la mise en scène d'un basculement progressif où chaque symbole se retourne contre lui-même. Chaque élément a une histoire et nous dit comment il a chuté. La liberté devient une contrainte, la réussite devient une dépendance, la création devient une exploitation et la transcendance humaine se transforme en un culte fragile, voué à l'effondrement. Si je vous dis la liberté c'est l'esclavage, vous comprenez très bien où BioShock a puisé une de ses sources majeures, 1984 d'Orwell. Ce qui fait la force de BioShock, c'est cette cohérence symbolique de bout en bout. Rien n'est gratuit. Chaque élément, des chaînes au slogan, des statues au nom des lieux, participe à une même logique. Montrer que derrière l'apparence d'une utopie libérée de toute autorité, se cache un système profondément structuré, où les formes de domination n'ont pas disparu, elles se sont simplement transformées. Et toujours la domination sera protéiforme. C'est ça le propos de BioShock. Pour conclure cette analyse, qui aura pris son temps pour venir, mais j'espère que vous trouverez que ça valait le coup d'attendre, il faut dire que ce qui frappe à l'issue du jeu, c'est pas tant la condamnation brutale d'une idéologie, que la manière dont le jeu en révèle les fissures internes. On peut passer à côté de l'objectivisme dans le jeu et des références à Ayn Rand. On peut passer, mais on aurait tort. On aurait tort aussi de croire que c'est simplement une critique de l'objectivisme. Je vous l'ai démontré, ça va plus loin. C'est une critique des modes de domination en général et comment ils dégénéreront toujours. L'objectivisme, tel que formulé par Ayn Rand, repose sur une intuition forte. L'individu doit être libre de poursuivre son propre intérêt, sans entrave extérieure. Et la société doit se structurer autour de cette liberté fondamentale. Or, ce que met en scène BioShock, c'est pas l'invalidité du principe, mais son incapacité à se maintenir dans le réel. Rapture ne s'est pas effondrée simplement parce que ses habitants étaient égoïstes. Elle s'est effondrée parce que cet égoïsme, laissé sans cadre, a produit des dynamiques de pouvoir, de domination et de dépendance que rien ne venait réguler.
Andrew Ryan lui-même incarne dans sa chair cette contradiction. En voulant préserver la liberté absolue, il a fini par instaurer un contrôle total. L'homme qui refusait toute autorité est devenu une autorité suprême. L'utopie s'est retournée contre son fondateur. Le jeu a introduit une tension entre deux dimensions que l'objectivisme tente à dissocier. L'intérêt personnel et la responsabilité morale. Il restera de BioShock une image persistante, presque silencieuse comme un fond marin, celle d'une ville engloutie, suspendue dans l'obscurité de l'océan. Rapture n'est pas seulement un lieu en ruine, c'est une idée qui a fait naufrage. Et être sous l'eau, c'est pas seulement être isolé, c'est être séparé du monde vivant, coupé de l'air dont on a besoin, je vous le rappelle en tant qu'être humain, plongé dans un milieu qui n'est pas fait pour l'homme. Tout y est plus lent, plus lourd, et on entend tout au long du jeu des grincements métalliques. Tout est plus oppressant sous l'eau. Les sons sont étouffés, les mouvements contraints, et finalement la lumière elle-même devient rare dans certaines pièces. Rapture au fond, c'était peut-être pas une utopie tournée vers l'avenir, mais un mouvement de retrait, une tentative de descendre, de s'enfoncer pour échapper à un bruit politique qui faisait un peu peur à Andrew Ryan, ou en tout cas qui le dégoûtait, échapper aux contradictions de la surface. Mais au fur et à mesure qu'on descend et que la pression augmente, ce qui semblait être une libération est devenu une contrainte invisible, mais aussi lourde que l'eau qu'il y a au-dessus de la tête. Je vous remercie pour votre attention. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Trop lent, s'il te plaît. Les anges n'aiment pas les gros balourds.